Sous la pluie fine d'un soir d'octobre, Julien pressait le pas dans les ruelles pavées de Saint-Émilion, son cœur battant comme un tambour de guerre. À 20 ans, il n'avait plus peur des ombres, mais le regard de l'église Saint-Pierre, dressé au bout de la rue, le transperçait comme une lame. Ce n'était pas Dieu qu'il fuyait, mais l'homme que tous appelaient un saint, son père adoptif, le père Étienne. Depuis ses 13 ans, Julien savait. Il avait vu, dans le silence oppressant du presbytère, les gestes que personne n'aurait osé imaginer derrière les murs sacrés. Les murmures des fidèles, les louanges des paroissiens, tout cela sonnait faux à ses oreilles. Étienne, avec ses sermons enflammés sur la pureté et la rédemption, n'était qu'un masque. Et ce soir, Julien ne pouvait plus se taire. Il s'arrêta devant la maison de Claire, une libraire de 35 ans qui avait été la première à écouter ses confidences, 2 ans plus tôt. Claire, avec ses cheveux blonds toujours impeccablement attachés et son regard perçant, était devenue son refuge, son allié. Ce soir-là, elle l'attendait sur le seuil, une tasse de thé fumante à la main, ses yeux scrutant l'obscurité comme si elle devinait la tempête qui approchait. « Julien, entre, tu es trempé », murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme. Elle referma la porte derrière lui, et l'odeur des vieux livres emplit l'air, apaisante, familière. « Je ne peux plus, Claire, » dit-il, sa voix tremblante, ses poings serrés. Il a encore prêché aujourd'hui, sur l'amour divin, sur la famille, comment peut-il mentir ainsi? Claire posa la tasse et s'approcha, posant une main sur son épaule. « Tu n'es pas seul, Julien. Mais si tu veux parler, il faudra plus que du courage. Il faudra un plan. » Julien hocha la tête, les larmes aux yeux. Parler, c'était trahir l'homme qu'il avait élevé, l'homme que tout Saint-Émilion vénérait. Mais c'était aussi se libérer d'un secret qu'il étouffait depuis trop longtemps. Il était arrivé au presbytère 5 ans plus tôt, un orphelin aux joues creuses, adopté par le père Étienne, prêtre charismatique et respecté. À l'époque, Julien voyait en lui un sauveur, un homme dont la voix grave et les gestes assurés semblaient porter la lumière de Dieu. Les habitants de Saint-Émilion l'adulaient, et Julien, enfant perdu, voulait désespérément mériter son amour. Mais cette nuit-là, tout avait changé. Dans l'obscurité du presbytère, Julien avait surpris une conversation qu'il n'aurait jamais dû entendre. Des mots chuchotés, des rires étouffés, et puis le silence. Un silence si lourd qu'il en avait eu la nausée. Il avait vu Étienne, non pas en prêtre, mais en homme avec un autre homme, dans une intimité qui contrastait violemment avec ses sermons sur la chasteté. Julien n'avait rien dit. Pas à 13 ans. Pas à 14. Pas même à 16, quand il avait compris qu'il était lui-même attiré par les garçons, une vérité qu'il cachait comme un crime. Étienne, avec ses regards sévères et ses paroles sur la pureté de l'âme, avait planté en lui une honte qui grandissait chaque jour. À 18 ans, Julien avait rencontré Claire. Elle tenait une librairie au cœur de la ville, un lieu où les âmes perdues venaient chercher des réponses dans les pages jaunies des romans. Claire, avec son passé marqué par un mariage brisé et une quête de liberté, avait vu en Julien un reflet de sa propre douleur. Elle l'avait écouté, sans juger, quand il lui avait avoué son secret, son orientation, mais aussi la vérité sur Étienne. Pourquoi ne pas l'affronter? Avait-elle demandé un jour, alors qu'il feuilletait un recueil de poèmes de Rimbaud. Parce que personne ne me croira, avait répondu Julien, les yeux baissés. Il est un saint. Moi, je ne suis qu'un gamin adopté, un guet qui ose à peine l'admettre. Claire avait souri, un sourire triste mais déterminé. Alors, fais en sorte qu'il t'écoute. Ce soir d'octobre 2025, dans la librairie de Claire, Julien sentait que le moment était venu. Il ne pouvait plus vivre avec ce poids. Mais dénoncer Étienne, c'était risquer de tout perdre. Son foyer, sa réputation, et peut-être même Claire, si la ville se retournait contre eux. « J'ai trouvé quelque chose », dit Claire, brisant le silence. Elle sortit une enveloppe jaunie de sous le comptoir. Des lettres. Écrites par un homme qui a quitté Saint-Émilion il y a 10 ans. Théo. Julien sentit son cœur s'arrêter. Des lettres d'amour? De qui? D'un homme nommé Marc, répondit Claire, son ton grave. Il était sacristain ici, à l'époque. Il a disparu du jour au lendemain, et personne n'a jamais su pourquoi. Mais ces lettres, elles racontent une autre histoire. Julien prit l'enveloppe, ses mains tremblantes. Les mots qu'il y trouva étaient crus, passionnés et sans équivoque. Marc parlait d'un amour interdit, d'un prêtre qu'il avait séduit tout en le condamnant à l'ombre. Il parlait de promesses brisées, de chantage. Julien referma l'enveloppe, le souffle court. « Comment as-tu ça ?» demanda-t-il. « Une cliente me les a apportées il y a des années, » dit Claire. Elle les avait trouvées dans une vieille boîte au presbytère, oubliée par Étienne. Elle ne savait pas quoi en faire. Moi, j'ai attendu le bon moment. Julien la regarda, abasourdi. « Tu savais? Depuis tout ce temps ?»
Pas tout, admit elle. Mais j'avais des doutes. Étienne a toujours été trop parfait, trop intouchable. Ça cachait quelque chose. Julien sentit une rage sourde monter en lui. Toutes ces années, il avait cru être le seul à connaître le vrai visage d'Étienne. Mais il n'était pas seul. Marc, cet inconnu, avait souffert avant lui. Combien d'autres encore? On doit le faire tomber, dit-il enfin, sa voix tremblante mais résolue. Mais comment? La ville l'adore. Ils ne croiront jamais. Ils croiront les preuves, coupa Claire. Ces lettres, ton témoignage, et peut-être d'autres voix. Marc n'est peut-être pas le seul à avoir fui. Julien hocha la tête, mais une peur viscérale l'envahissait. Affronter Étienne, c'était affronter l'Église, la ville, et peut-être même sa propre identité. Le lendemain, Julien se rendit à l'église Saint-Pierre, l'enveloppe cachée dans son sac. Étienne était là, en train de discuter avec des paroissiens, son sourire chaleureux illuminant son visage. Julien sentit son estomac se nouer. Cet homme, ce monstre, savait si bien jouer son rôle. « Julien, mon garçon !» lança Étienne, sa voix résonnant dans la nef. « Tu viens rarement ces jours-ci. Tout va bien ?» Julien ravala sa colère. « Il faut qu'on parle, père. En privé. » Étienne haussa un sourcil, mais son sourire ne faiblit pas, bien sûr. Allons dans mon bureau. Dans la petite pièce austère, Julien posa l'enveloppe sur la table. « Expliquez-moi ça, » dit-il simplement. Le visage d'Étienne se figea. Il ouvrit l'enveloppe, lut quelques lignes, et son masque tomba. « Où as-tu trouvé ça » murmura-t-il, sa voix soudain froide. « Ça n'a pas d'importance, » répondit Julien. « Ce qui compte, c'est que je sais. Je sais tout. Depuis mes 13 ans. » Étienne se leva, imposant, menaçant. « Tu ne comprends pas ce que tu fais, Julien. Tu es jeune, perdu. Tu crois que ces vieilles lettres vont changer quoi que ce soit? Je suis un pilier de cette communauté. Toi, tu n'es qu'un... » « Un quoi » coupa Julien, sa voix tremblante de rage. « Un fils que vous avez trahi? Un garçon que vous avez fait douter de lui-même pendant des années ?» Étienne s'approcha, mais Julien ne recula pas. « Tu vas détruire tout ce que j'ai bâti, » dit Étienne, presque suppliant. « Et pourquoi? Une vengeance personnelle? » « Pour la vérité, » répondit Julien. Ce soir-là, de retour chez Claire, Julien lui raconta tout. Elle l'écouta en silence, puis prit sa main. « Tu as été incroyablement courageux, » dit-elle. « Mais ce n'est que le début. Il ne se laissera pas faire. » Julien acquiesça. « Je sais, mais je ne peux plus vivre dans le mensonge. » Claire sourit, un éclat de fierté dans les yeux. « Alors, nous irons jusqu'au bout. Ensemble. » Julien sentit une chaleur inattendue envahir son cœur. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus seul. Mais la route serait longue, et la vérité, aussi libératrice soit-elle, allait bouleverser Saint-Émilion à jamais. Le lendemain matin, la petite ville de Saint-Émilion semblait paisible sous le soleil pâle d'octobre, mais pour Julien, chaque pas dans les rues familières était une épreuve. L'enveloppe dans son sac pesait comme une pierre, et les regards des passants, innocents pour la plupart, lui semblaient lourds de soupçons. Il savait qu'une fois la vérité révélée, rien ne serait plus jamais pareil. Claire l'attendait dans un café discret à l'écart de la place principale. Elle portait un manteau gris élégant, ses cheveux blonds tombant librement sur ses épaules ce matin-là. Elle feuilletait un carnet, ses lunettes sur le bout du nez, mais ses yeux s'illuminèrent en voyant Julien. « Tu as dormi » demanda-t-elle en poussant un café vers lui. « À peine, » admit-il, s'asseyant en face d'elle. « Je n'arrête pas de penser à lui, à ce qu'il pourrait faire pour se défendre. » Claire referma son carnet. « Étienne est puissant, mais il n'est pas intouchable. Ces lettres sont une arme, Julien. Et ton témoignage, il est inestimable. » Julien baissa les yeux sur sa tasse, la vapeur dansant dans l'air. « Et s'ils choisissent de le croire, lui? S'il me rejette ?» Claire posa une main sur la sienne. « Certains le feront, mais d'autres ouvriront les yeux. La vérité a une force que même un saint autoproclamé ne peut arrêter. » Julien passa la journée à rassembler ses pensées, à écrire son propre témoignage. Chaque mot était une blessure ouverte, chaque phrase un pas vers la liberté. Il décrivit cette nuit à 13 ans, la confusion, la honte et les années de silence qui avaient suivi. Il parla de sa propre identité, de son amour pour un garçon nommé Lucas, un étudiant en art qu'il avait rencontré à Bordeaux l'année précédente. Lucas, avec ses boucles brunes et son rire éclatant, avait été le premier à lui faire sentir qu'il méritait d'être aimé. Mais Julien n'avait jamais osé lui parler d'Étienne, de peur de le perdre. Ce soir-là, il retrouva Lucas dans un petit appartement près de la Garonne. Lucas, 22 ans, français,
était en train de peindre, une tache de peinture verte sur la joue. En voyant Julien, il posa son pinceau et l'enlaça. « Tu as l'air épuisé, » dit Lucas, son regard inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» Julien hésita, puis les mots jaillirent comme un torrent. Il lui raconta tout, Étienne, les lettres, le secret qu'il portait depuis 7 ans. Lucas l'écouta, silencieux, son expression passant de la surprise à la colère, puis à une tendresse infinie. « Pourquoi tu ne m'as rien dit avant ?» murmura Lucas, prenant son visage entre ses mains. « J'avais honte, » avoua Julien, « et peur que tu me voies autrement. » Lucas secoua la tête. « Je t'aime, Julien. Rien ne changera ça. Mais tu ne peux pas porter ça tout seul. Laisse-moi t'aider. » Pour la première fois, Julien sentit un poids s'alléger. Lucas, avec sa force tranquille, devint une ancre dans la tempête qui s'annonçait. Le lendemain, Claire et Julien se rendirent à la mairie pour rencontrer une journaliste locale, Sophie, une femme de 40 ans connue pour son franc-parler. Sophie, française, avait les cheveux noirs coupés courts et un regard perçant qui semblait tout voir. « Vous savez ce que vous faites, n'est-ce pas ?» dit-elle après avoir lu les lettres et le témoignage de Julien. « Accuser un prêtre comme Étienne, c'est comme déclarer la guerre à la moitié de la ville. »« Je sais, » répondit Julien, la gorge serrée. « Mais je ne peux plus vivre avec ce mensonge. » Sophie hocha la tête, un sourire en coin. « J'aime les courageux. Je vais publier ça. Mais soyez prêts, ça va secouer. » Claire intervint, « Nous le sommes. Mais nous avons besoin d'alliés. Savez-vous où trouver Marc, l'auteur des lettres ?» Sophie fronça les sourcils. « Marc, il vit à Paris maintenant, je crois. Je peux essayer de le contacter, mais ça prendra du temps. » Julien sentit un frisson d'espoir. Si Marc acceptait de parler, leur cause serait renforcée. Mais le temps jouait contre eux. Étienne, averti par leur confrontation, pouvait déjà être en train de préparer sa défense. Ce soir-là, Étienne rendit visite à Julien au presbytère. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient d'une colère contenue. « Julien, » dit-il, sa voix basse, presque paternelle, « tu fais une erreur. Ces lettres, elles ne prouvent rien. Et si tu parles, tu te détruiras toi-même. » Julien serra les poings. « Vous ne me faites plus peur, Étienne. » Le prêtre s'approcha, sa silhouette imposante emplissant la pièce. « Tu es mon fils, Julien. Je t'ai sauvé. Sans moi, où serais-tu ?»« Libre, » répondit Julien, les larmes aux yeux. « Libre de vos mensonges. » Étienne partit sans un mot, mais Julien savait que ce n'était pas fini. La guerre ne faisait que commencer. La nouvelle éclata comme une bombe. L'article de Sophie fut publié dans le journal local 2 jours plus tard, un titre percutant en première page. Un saint ou un hypocrite? Les secrets du père Étienne. Les lettres de Marc, anonymisées mais percutantes, étaient citées, et le témoignage de Julien, bien que sous pseudonyme, exposait la vérité brute. Saint-Émilion était en ébullition. Julien, cloîtré chez Claire, lisait les réactions sur son téléphone. Certains habitants défendaient Étienne avec ferveur, le qualifiant de victime d'une chasse aux sorcières. D'autres, plus rares, appelaient à une enquête. Julien se sentait déchiré entre l'espoir et la peur. Claire, assise à son bureau, tapait frénétiquement sur son ordinateur. « Sophie a trouvé Marc, » annonça-t-elle. « Il est prêt à parler, mais il veut te rencontrer d'abord, Julien. Il arrive demain. » Julien sentit son cœur s'accélérer. Marc, l'homme des lettres, était la clé. Mais il craignait cette rencontre. Et si Marc, brisé par son passé, le rejetait? Le lendemain, Marc arriva à la librairie de Claire. C'était un homme de 35 ans, français, grand et mince, avec des cheveux noirs grisonnants et des yeux fatigués. Il serra la main de Julien avec une chaleur inattendue. « Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre oserait, » dit Marc, sa voix rauque. « J'ai fui, Julien. Toi, tu restes. Tu es plus fort que moi. » Julien rougit, gêné. « Je ne me sens pas fort. J'ai peur. » Marc sourit faiblement. « La peur, c'est ce qui nous rend humains. Mais tu as Claire, Lucas, et maintenant moi. Tu n'es pas seul. » Ils passèrent l'après-midi à parler. Marc raconta son histoire, une relation secrète avec Étienne, marquée par la manipulation et la culpabilité. Étienne l'avait menacé de révéler son homosexualité s'il parlait. Marc avait choisi de partir, laissant derrière lui son cœur brisé. « Pourquoi n'es-tu pas revenu ?» demanda Julien. « Parce que j'avais honte, » avoua Marc. « Mais ton courage m'a réveillé. Je vais témoigner. » Ce soir-là, Lucas rejoignit Julien chez Claire. Ils s'assirent sur le canapé, main dans la main, tandis que Claire et Marc discutaient stratégie.
Lucas murmura, « Je suis fier de toi, Julien. Peu importe ce qui arrive, je suis là. » Julien l'embrassa, un geste spontané qui le surprit lui-même. Pour la première fois, il se sentait digne d'amour, malgré la tempête qui grondait dehors. Mais la tempête arriva vite. Le lendemain, Étienne organisa une messe spéciale, réunissant des centaines de fidèles. Dans un sermon enflammé, il dénonça les calomnies contre lui, invoquant la foi et la miséricorde. La foule l'applaudit, et Julien, qui écoutait en streaming depuis la librairie, sentit son cœur se serrer. « Il est fort », murmura-t-il. « Mais pas invincible », répondit Claire. « Nous avons Marc, et Sophie prépare un deuxième article. » Julien hocha la tête, mais la peur grandissait. Étienne n'allait pas tomber sans se battre. Les jours suivants furent un tourbillon. L'article de Sophie avait divisé Saint-Émilion. Des manifestations éclatèrent devant l'église, certaines en soutien à Étienne, d'autres réclamant la vérité. Julien évitait les regards, restant chez Claire ou Lucas, mais les murmures le suivaient partout. Marc, désormais à leur côté, apporta une nouvelle preuve. Des enregistrements audio qu'il avait gardés, des conversations avec Étienne où il admettait son « erreur » tout en le manipulant. Ces enregistrements, bien que vieux, étaient accablants. Sophie les transmit à un procureur à Bordeaux, et une enquête officielle fut ouverte. Julien, Claire, Marc et Lucas se réunirent dans la librairie pour préparer la suite. « Il va essayer de nous discréditer », dit Claire. « Il faut anticiper ses coups. » Marc acquiesça. « Il l'a déjà fait avec moi. Il dira que je suis un menteur, un pécheur. Et toi, Julien, il pourrait t'attaquer personnellement. » Julien serra la main de Lucas. « Qu'il essaie. Je suis prêt. » Étienne contre-attaqua lors d'une interview télévisée. Avec une émotion feinte, il parla de jeunes âmes perdues, manipulées par des forces extérieures. Sans nommer Julien, il laissa entendre qu'un fils ingrat cherchait à salir son œuvre. Julien, en regardant l'interview, sentit la rage monter. Il me traite comme un enfant capricieux. Lucas l'enlaça. Il a peur, Julien. Il sait qu'il perd du terrain. Ce soir-là, Claire reçut un appel de Sophie. Le procureur veut vous rencontrer, tous les quatre. Demain. Julien passa la nuit chez Lucas, incapable de dormir. Dans l'obscurité, il murmura « Et si je ne suis pas assez fort ?» Lucas l'embrassa doucement. « Tu le es. Et nous sommes là. » Le lendemain, au tribunal de Bordeaux, le procureur, un homme sévère mais juste, écouta leurs témoignages. Les enregistrements de Marc et les lettres furent examinés. Julien, tremblant, raconta son histoire, chaque mot un pas vers la liberté. Le procureur hocha la tête. Ce ne sera pas facile, mais ces preuves sont solides. Étienne sera interrogé demain. En quittant le tribunal, Julien sentit un mélange d'espoir et de terreur. La vérité était en marche, mais à quel prix? L'interrogatoire d'Étienne fut un choc pour Saint-Émilion. Les médias locaux et nationaux s'emparèrent de l'affaire, et le prêtre, toujours vêtu de son aura de sainteté, joua la carte de la victime. Mais les preuves s'accumulaient. Une autre victime, un ancien choriste nommé Paul, un Français de 30 ans, se manifesta après avoir lu l'article de Sophie. Son histoire corroborait celle de Marc et Julien. Julien, Claire, Marc et Lucas se réunissaient chaque soir, planifiant leurs prochaines étapes. Sophie, désormais une alliée indéfectible, publiait article après article, exposant chaque nouveau témoignage. Mais Étienne ne s'avouait pas vaincu. Lors d'une messe, il déclara « Le diable teste les justes. Je pardonne à ceux qui m'accusent, car ils sont égarés. » Julien, en entendant cela, serra les poings. « Il ne s'arrêtera jamais, » dit-il à Claire. « Oh, si, » répondit-elle. « La vérité est plus forte que lui. » Paul, le choriste, apporta une nouvelle pièce au dossier, un journal intime où il avait consigné ses interactions avec Étienne. Les détails étaient glaçants, et Julien, en les lisant, sentit une nausée familière. « Combien d'autres » murmura-t-il. « Trop, » répondit Paul, son regard hanté. « Mais grâce à toi, on peut arrêter ça. » Julien hocha la tête, déterminé. Avec Lucas à ses côtés, il se sentait plus fort. Mais chaque nouveau témoignage rouvrait ses propres blessures, et il luttait pour ne pas sombrer. Une semaine plus tard, Étienne fut suspendu de ses fonctions en attendant le procès. La ville était divisée, mais de plus en plus de voix s'élevaient pour demander justice. Julien reçut des messages anonymes, certains de soutien, d'autres menaçants. Claire, toujours pragmatique, renforça la sécurité de la librairie. « Ils peuvent grogner, mais ils ne nous arrêteront pas, dit-elle. » Lucas, quant à lui,
passa ses nuits à peindre, transformant sa colère en article une de ses toiles. Un portrait de Julien sous un ciel orageux devint le symbole de leur combat. Julien, en la voyant, murmura « C'est moi, ça !»« C'est toi », répondit Lucas. Fort, beau et libre. Le procès approchait, et la tension à Saint-Émilion était palpable. Julien, Claire, Marc, Paul et Lucas se préparaient ensemble, relisant chaque preuve, répétant leurs témoignages. Sophie, toujours à leur côté, assurait une couverture médiatique constante, gardant la pression sur Étienne. Mais Étienne restait insaisissable. Lors d'une conférence de presse, il pleura, implorant la clémence divine et humaine. « J'ai péché, comme tout homme, » dit-il. « Mais je ne suis pas ce monstre qu'on décrit. » Julien, en regardant l'écran, sentit la colère l'envahir. « Il ment encore, » dit-il à Lucas. « Il est désespéré, » répondit Lucas. « Et ça se voit. » La veille du procès, Julien reçut une lettre d'Étienne. Une lettre manuscrite, glissée sous la porte de Claire. « Julien, mon fils, je t'aime. Ne détruis pas tout pour une erreur du passé. Je peux tout expliquer. » Julien froissa la lettre, les larmes aux yeux. Claire, qui l'observait, dit doucement « Il essaie de te manipuler. Ne le laisse pas faire. » Julien acquiesça, mais son cœur était lourd. Étienne avait été son père, son sauveur. Le trahir était une douleur qu'il n'avait pas anticipée. Lucas le serra dans ses bras. « Tu n'es pas un traître. Tu es un héros. » Le premier jour du procès fut un chaos. Les médias envahirent Bordeaux, et la salle d'audience était pleine. Julien, en montant à la barre, sentit tous les regards sur lui. Il raconta son histoire, sa voix tremblante mais claire. Les lettres, les enregistrements, les témoignages de Marc et Paul furent présentés. Étienne, impassible, fixa Julien avec un mélange de tristesse et de défi. Mais Julien ne détourna pas le regard. Claire témoigna ensuite, expliquant comment elle avait obtenu les lettres et soutenu Julien. Marc et Paul suivirent, leur voix brisée mais puissante. L'avocat d'Étienne tenta de les discréditer, les accusant de vengeance personnelle. Mais les preuves étaient trop lourdes, trop nombreuses. Ce soir-là, Julien, épuisé, s'effondra dans les bras de Lucas. « J'ai l'impression de l'avoir tué, » murmura-t-il. « Non, » dit Lucas. « Tu l'as dévoilé. Ce n'est pas la même chose. » Claire et Marc les rejoignirent, apportant du vin et des nouvelles. Le procureur était confiant. Étienne risquait une condamnation. Julien ferma les yeux, espérant que la justice serait juste. Le procès dura 3 semaines. Chaque jour, Julien, Claire, Marc, Paul et Lucas affrontaient la foule, les caméras et leurs propres doutes. Les témoignages s'accumulaient, d'autres victimes se manifestant, chacune renforçant leur cause. Étienne, à la barre, admit des faiblesses, mais nia toute manipulation. Ses larmes, autrefois convaincantes, semblaient désormais creuses. Le dernier jour, Julien fut rappelé à la barre. Face à Étienne, il déclara « Vous m'avez élevé, mais vous m'avez brisé. Je ne vouais pas. Je veux juste la vérité. » Un silence lourd envahit la salle. Même l'avocat d'Étienne sembla désarçonné. Le verdict tomba un soir de novembre. Étienne fut reconnu coupable de corruption de mineurs et de chantage. Il fut condamné à 7 ans de prison. La foule, dehors, était partagée entre cris de colère et pleurs de soutien. Julien, en quittant le tribunal, sentit un vide étrange. Il avait gagné, mais à quel prix? Saint-Émilion ne serait plus jamais la même. Claire le serra dans ses bras. « Tu as libéré d'autres victimes, Julien. Tu as fait ce que peu auraient osé. » Marc, à ses côtés, ajouta « Tu m'as donné le courage de revenir. » Merci. Lucas, toujours là, lui murmura « On va reconstruire, ensemble. » Des mois plus tard, Julien et Lucas s'installèrent à Bordeaux, loin des murmures de Saint-Émilion. Claire, fidèle, leur rendait visite souvent, sa librairie devenant un symbole de résistance. Marc, libéré de son passé, ouvrit une association pour les victimes d'abus dans l'Église. Julien, désormais en paix avec lui-même, écrivait un livre sur son histoire, non pas pour accuser, mais pour guérir. Lors d'une soirée tranquille, il dit à Lucas « Je pensais que la vérité me détruirait. Mais elle m'a sauvé. » Lucas sourit. « Non, Julien. C'est toi qui t'es sauvé. » Sous les étoiles de Bordeaux, Julien embrassa Lucas, libre, enfin, d'aimer et d'être aimé. La vérité avait triomphé, non sans douleur, mais avec un sens profond. L'amour, le vrai, ne vit que dans la lumière.